Le 15 janvier 2020, dans un appartement parisien du 11e arrondissement, un petit garçon de 4 ans se réveilla en hurlant dans la nuit. Ses parents, Marie et David Cohen, se précipitèrent dans sa chambre et trouvèrent Thomas recroquevillé dans son lit, tremblant de tous ses membres. Ils nous ont mis dans une grande salle. On ne pouvait pas respirer. Il y avait du gaz. Marie prit son fils dans ses bras, le cœur battant à tout rompre. Chut, mon bébé. Ce n'est qu'un cauchemar. Tu es en sécurité. Mais Thomas sanglotait de manière incontrôlable, comme si son petit corps portait un trauma bien trop lourd pour son âge. Non, maman, ce n'était pas un cauchemar. Je me souviens. Les soldats nous ont fait entrer. Ils ont dit qu'on allait prendre une douche, mais il n'y avait pas d'eau, juste du gaz. Les gens criaient. Tout le monde tombait. David sentit son sang se glacer. Ces mots, ces images terribles. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il décrire cela? Thomas, où as-tu entendu parler de ça? Le petit garçon leva ses yeux rougis vers son père. Je ne l'ai pas entendu, papa. Je m'en souviens. J'étais là, dans le camp, avec l'étoile jaune sur mes vêtements. Marie dut sortir de la chambre submergée par l'émotion. David resta seul avec son fils, incapable de trouver les mots. Leur famille était juive. Ils connaissaient l'histoire de la Shoah. La moitié de leur famille avait été exterminée dans les camps nazis. Mais ils n'en parlaient jamais devant Thomas. Jamais. Comment pouvaient-ils savoir? Ce n'était pas le premier cauchemar de ce genre. Depuis plusieurs mois, Thomas faisait régulièrement des rêves qu'il appelait « mes souvenirs du camp ». Au début, Marie et David avaient pensé qu'il avait peut-être vu quelque chose à la télévision, entendu une conversation. Mais il faisait attention, très attention. Thomas ne regardait que des dessins animés adaptés à son âge. Il n'allait pas encore à l'école. Il n'était jamais exposé à des contenus violents ou historiques. Pourtant, les détails qu'il donnait étaient impossibles. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Thomas était silencieux. Il fixait ses céréales sans y toucher. « Thomas, mon chéri, est-ce que tu veux parler de ton rêve ?» Le petit garçon secoua la tête. « Ce n'était pas un rêve, maman. C'était un souvenir, d'avant, quand j'étais un autre garçon. » Un autre garçon? Oui, je crois que je m'appelais Samuel, ou peut-être Simon. Je ne suis pas sûr. Mais j'avais 6 ans et j'étais dans un endroit horrible. David échangea un regard avec Marie. Leur fils venait de donner un âge, 6 ans. Un âge précis pour cet autre garçon qu'il prétendait avoir été. Où était cet endroit, Thomas? Le petit garçon hésita. Il y avait des baraquements, des bâtiments en bois et des fils avec de l'électricité. Si tu les touchais, tu mourrais. Il y avait une grande porte avec des mots écrits dessus. Je ne savais pas lire, mais je me souviens qu'il y avait écrit quelque chose. David sentit sa gorge se serrer. Arbeit macht frei, les mots au-dessus de l'entrée d'Auschwitz. Le travail rend libre, le mensonge cynique des nazis. Thomas, est-ce que tu peux dessiner cet endroit? Le petit garçon hocha la tête. Marie lui donna du papier et des crayons. Ce que Thomas dessina dans les minutes qui suivirent glaça le sang de ses parents. Il dessina des baraquements alignés, des tours de garde, des barbelés, une cheminée qui fumait, et au-dessus de la porte d'entrée, il écrivit des lettres maladroites qui ressemblaient vaguement à Arbeit macht frei. Un enfant de 4 ans ne devrait pas savoir dessiner cela. Au cours des jours suivants, Thomas parla de plus en plus de ses « souvenirs du camp », sans que personne ne lui pose de questions. Les fragments remontaient par vagues, comme un trauma enfoui qui refaisait surface. Il faisait tellement froid, on n'avait pas de vrais vêtements, juste des pyjamas raillés, et on avait toujours faim, tellement faim. Il y avait des numéros tatoués sur le bras des adultes. Moi, j'étais trop petit, je n'en avais pas. Les soldats avaient des chiens méchants, des gros chiens noirs qui aboyaient tout le temps. Il y avait une odeur horrible de choses qui brûlaient. C'était l'odeur des gens qui mouraient. Chaque phrase était un coup de poignard pour Marie et David. Leur fils de 4 ans décrivait l'enfer d'Auschwitz avec une précision terrifiante. En février 2020, ils prirent rendez-vous avec le docteur Rachel Abitbol, pseudo-psychiatre spécialisé dans les traumas chez l'enfant et également membre de la communauté juive parisienne. Lors de la première consultation, le docteur Abitbol écouta attentivement l'histoire de Thomas. « Thomas, peux-tu me parler de cet endroit dont tu te souviens ?» Le petit garçon baissa les yeux. C'était un camp, un endroit où les nazis mettaient les juifs. Il y avait beaucoup de gens, des familles, des enfants comme moi. Tu te souviens de comment tu es arrivé là-bas? Thomas fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Dans un train où on était serrés les uns contre les autres. Il faisait noir, il n'y avait pas d'air, les gens criaient, tout le monde tombait.
David sentit son sang se glacer. Ces mots, ces images terribles. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il décrire cela? Thomas, où as-tu entendu parler de ça? Le petit garçon leva ses yeux rougis vers son père. Je ne l'ai pas entendu, papa. Je m'en souviens. J'étais là, dans le camp, avec l'étoile jaune sur mes vêtements. Après 3 séances, le docteur Abitbol convoqua Marie et David dans son bureau. Je dois vous dire quelque chose de très difficile. Thomas ne présente aucun signe de trouble psychologique, aucun trauma identifiable dans sa vie actuelle. Son développement est parfaitement normal. Alors, d'où viennent ces souvenirs? Demanda Marie, les larmes aux yeux. Je ne sais pas, mais les détails qu'il donne, ils sont historiquement exacts. Les uniformes SS, les trains de déportation, les baraquements, l'étoile jaune, les chambres à gaz. Un enfant de 4 ans ne peut pas inventer ces choses avec une telle précision. Elle marqua une pause. Il existe un chercheur ici à Paris, le professeur Elias Morgenstern. Il étudie les phénomènes de mémoire transgénérationnelle, particulièrement liés à la Shoah. Il a documenté plusieurs cas d'enfants avec des souvenirs de camps de concentration. Je pense que vous devriez le contacter. Mars 2020. Le monde entier se confinait à cause du Covid-19. Mais le professeur Elias Morgenstern, historien et chercheur de 72 ans, survivant de la Shoah par ses parents, accepta de rencontrer Thomas en visioconférence. « Monsieur et Madame Cohen, je dois vous prévenir, dit-il lors de leur première conversation. J'étudie ce phénomène depuis 25 ans. J'ai documenté 18 cas d'enfants, principalement de familles juives, qui présentent des souvenirs détaillés des camps nazis, des souvenirs qu'ils ne devraient pas avoir. « Vous croyez à la réincarnation » demanda David, sceptique. « Je ne crois ni ne décrois. Je constate, j'étudie, j'essaye de comprendre. Mes propres parents ont survécu à Auschwitz. Mon grand-père et ma grand-mère y sont morts. Cette histoire est gravée dans ma chair. Quand j'entends un enfant de 4 ans décrire ce que mes parents m'ont raconté, je ne peux pas ignorer. » La première session entre Thomas et le professeur Morgenstern eut lieu en avril 2020. Morgenstern apporta des photographies d'archives, des plans de camps, des documents historiques. « Thomas, est-ce que tu reconnais cet endroit ?» Il montra plusieurs photos, des camps de concentration différents, Dachau, Bergen-Belsen, Treblinka, Auschwitz. Thomas regarda attentivement. Son doigt se posa immédiatement sur une photo aérienne d'Auschwitz-Birkenau. « C'est là, c'est le camp où j'étais. Regarde, il y a les rails du train qui entrent directement dans le camp. Et là, les baraquements où on dormait. » Le professeur Morgenstern sentit un frisson parcourir son dos. La précision, la reconnaissance immédiate. « Thomas, est-ce que tu te souviens de la saison quand tu es arrivé là-bas ? C'était froid, très froid. Il y avait de la neige. Mes pieds n'avaient pas de bonnes chaussures, juste des choses en bois qui faisaient mal. Les sabots en bois que les prisonniers portaient à Auschwitz. Un détail que peu de gens connaissent. » Au cours des semaines suivantes, le professeur Morgenstern revint plusieurs fois. À chaque visite, Thomas révélait de nouveaux détails. Des détails que seuls les survivants ou les historiens spécialisés connaissaient. Il décrivait l'appel du matin, debout pendant des heures dans le froid, parfois dans la neige, pendant que les SS comptaient et recomptaient les prisonniers. Si quelqu'un bougeait ou tombait, les soldats le frappaient ou ils le tuaient avec leurs fusils. Il parlait de la faim constante, la soupe claire avec presque rien dedans, le morceau de pain noir qu'il fallait faire durer toute la journée. Maman cachait son pain pour me le donner. Elle disait qu'elle n'avait pas faim, mais je savais qu'elle mentait. Il décrivait les sélections, les moments terrifiants où le médecin nazi décidait qui vivrait et qui mourrait. Il y avait un homme en blanc, il pointait du doigt, à gauche ou à droite. Maman m'a dit de me tenir droit, de ne pas montrer que j'étais fatigué. Mais j'étais tellement fatigué. Le professeur Morgenstern enregistrait tout, prenait des notes frénétiques, comparait chaque détail avec les témoignages historiques. Tout correspondait. Un jour de mai, Thomas dit quelque chose qui figea tout le monde. « Je me souviens du jour où je suis mort. » Marie voulut arrêter la conversation, mais le professeur Morgenstern lui fit signe de le laisser continuer. « Thomas, est-ce que tu veux nous en parler ?» Le petit garçon hocha la tête, les yeux dans le vague. « On nous a fait entrer en ligne.
Beaucoup de gens, des enfants, des femmes, des vieux. Les soldats ont dit qu'on allait prendre une douche, qu'on allait être propre. Maman tenait ma main très fort. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Thomas. On est entré dans une grande salle. Il y avait plein de monde. Les portes se sont fermées. Et puis, il y a eu un bruit, comme un sifflement, et une odeur bizarre. Les gens ont commencé à crier, à tousser. Je ne pouvais plus respirer. Thomas sanglotait maintenant. Maman m'a serré contre elle. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, que tout irait bien, que Dieu nous protégerait. Mais je ne pouvais plus respirer. Et puis, tout est devenu noir. Le silence qui suivit était absolu. Marie pleurait ouvertement. David avait les poings serrés, les larmes coulant sur son visage. Le professeur Morgenstern, cet homme qui avait passé sa vie à étudier la Shoah, qui croyait avoir entendu toutes les horreurs possibles, se retrouvait sans voix. Un enfant de 4 ans venait de décrire sa propre mort dans une chambre de gaz d'Auschwitz. « Thomas, est-ce que tu te souviens du nom de ta maman quand tu étais cet autre garçon ?» Thomas réfléchit longuement. « Elle s'appelait Anna, ou peut-être Anne, quelque chose comme ça, et elle avait des cheveux noirs, très noirs. Et toi, tu te souviens de ton nom complet ?»« Simon, je crois que je m'appelais Simon, et notre nom de famille, il y avait un M, mais je ne me souviens plus du reste. » Le professeur Morgenstern nota tout. Un garçon nommé Simon, mère prénommée Anna ou Anne, nom de famille commençant par M, déporté à Auschwitz, probablement gazé à l'arrivée, avec sa mère. C'était peu, mais c'était un début. Mai 2020. Pendant que le monde était confiné, le professeur Morgenstern plongea dans les archives, les listes de déportation, les registres d'Auschwitz, les témoignages des survivants, les documents nazis méticuleusement conservés. Il cherchait un garçon nommé Simon, nom de famille commençant par M, déporté avec sa mère Anna ou Anna, âgé de 6 ans environ, gazé à l'arrivée. La tâche était monumentale. Plus d'1 million de personnes avaient été assassinées à Auschwitz. Des centaines de milliers d'enfants. La plupart n'avaient jamais été enregistrés. Ils étaient envoyés directement aux chambres à gaz dès leur arrivée. Morgenstern contacta Yad Vashem à Jérusalem, le mémorial de la Shoah à Paris, le United States Holocaust Memorial Museum à Washington, des bases de données contenant des millions de noms, des millions de vies détruites. Il établit un profil de recherche. Prénom, Simon, nom de famille, M, âge, 5-7 ans, mère, Anna ou Anna, déportation, Auschwitz, période probable, 1942-1944, sort, gazé à l'arrivée. Les semaines passèrent. Morgenstern vérifia des centaines de noms, des milliers de documents. Et puis, un matin de juillet 2020, il trouva quelque chose. Simon Mandel, né le 3 avril 1937 à Paris, fils de Anna Mandel, née Goldstein, et de Jacob Mandel. Adresse 47 rue des Rosiers, Paris 4e. Déporté le 16 juillet 1942 lors de la rafle du Veldiv, convoi numéro 8 vers Auschwitz, arrivé à Auschwitz le 19 juillet 1942, gazé à l'arrivée avec sa mère Anna. Âge au moment de la mort, 5 ans et 3 mois. Le professeur Morgenstern tremblait en lisant le dossier. Il y avait une photo, une seule, prise quelques mois avant la déportation. Un petit garçon aux cheveux noirs, aux yeux graves, souriant timidement à l'appareil. Il appela immédiatement Marie et David. « J'ai trouvé quelque chose. Je pense que j'ai trouvé qui était Thomas. » Il leur envoya le dossier, la photo, les documents. Marie regarda la photo de Simon Mandel pendant un long moment. Ce petit garçon mort à Auschwitz en juillet 1942, 80 ans avant la naissance de Thomas. Un enfant juif parisien, arraché à sa famille, déporté, assassiné dans une chambre à gaz à l'âge de 5 ans. « Mon Dieu », murmura-t-elle. « Il a vraiment existé. » Oui,
Simon Mandel a existé. Il a vécu. Il a été arrêté lors de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Parqué avec 13 000 autres juifs dans le vélodrome d'hiver pendant 5 jours dans des conditions épouvantables. Puis déporté à Auschwitz, où il a été gazé dès son arrivée avec sa mère Anna. Il marqua une pause. Et maintenant, d'une manière que nous ne comprenons pas, il est revenu dans le corps de votre fils, pour raconter son histoire, pour dire « Je n'ai pas été oublié. Je suis mort, mais ma mémoire vit ». Au cours des semaines suivantes, le professeur Morgenstern continua ses recherches. Il découvrit plus de détails sur la famille Mandel. Jacob Mandel, le père de Simon, était tailleur. Il avait un petit atelier rue des Rosiers. Anna Mandel était femme au foyer. Ils avaient 2 enfants, Simon et une petite fille de 3 ans, Esther. Le 16 juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv, Jacob n'était pas à la maison. Il avait été prévenu par un ami et s'était caché. Mais Anna n'avait pas voulu partir sans lui. Quand la police française était venue frapper à la porte, elle était là, avec Simon et Esther. Les 3 avaient été arrêtés, emmenés au Veldiv, puis à Auschwitz. Anna, Simon et Esther Mandel avaient été gazés ensemble le 19 juillet 1942. Leurs corps avaient été brûlés dans les fours crématoires. Jacob Mandel avait survécu, caché pendant toute la guerre, libéré en 1945. Il avait passé le reste de sa vie à chercher des traces de sa famille, à espérer, contre tout espoir, qu'ils avaient survécu. Il était mort en 1987, à 82 ans, sans avoir jamais retrouvé sa femme et ses enfants. Le professeur Morgenstern trouva quelque chose d'autre. Jacob Mandel avait un neveu, le fils de son frère qui avait émigré en Amérique avant la guerre. Ce neveu avait eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Il y avait encore de la famille Mandel, vivant en Californie. Morgenstern les contacta. Il expliqua la situation. Un petit garçon de 4 ans à Paris qui prétendait être Simon Mandel réincarné, qui décrivait Auschwitz, qui se repenait de sa mort. La réaction fut mitigée. Certains membres de la famille étaient sceptiques, d'autres intrigués. Mais une personne en particulier voulait absolument rencontrer Thomas. Ruth Mandelstein, 87 ans, petite fille du frère de Jacob Mandel. Elle avait grandi en entendant l'histoire de Simon, Anna et Esther, les fantômes de la famille, comme elle les appelait, les êtres chers perdus dans la Shoah. « Je veux voir cet enfant », dit-elle au téléphone. « Je veux savoir si d'une manière ou d'une autre, Simon est revenu. » Décembre 2020. Les restrictions de voyage s'étaient assouplies. Ruth Mandelstein prit l'avion de Los Angeles à Paris. Un voyage qu'elle faisait régulièrement pour visiter le mémorial de la Shoah et honorer la mémoire de sa famille perdue. Mais ce voyage était différent. Cette fois, elle venait rencontrer un petit garçon de 5 ans qui prétendait être son cousin éloigné, mort à Auschwitz 78 ans auparavant. La rencontre eut lieu dans l'appartement de Marie et David. Ruth arriva avec le professeur Morgenstern. C'était une femme élégante malgré son grand âge, les cheveux blancs soigneusement coiffés, les yeux vifs et intelligents. Quand Thomas entra dans le salon, tenant la main de sa mère, Ruth porta immédiatement sa main à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il a quelque chose dans le regard, quelque chose de familier. » Thomas s'approcha doucement de la vieille dame. « Bonjour, madame. »« Bonjour, Thomas. Tu sais qui je suis ?» Le petit garçon secoua la tête. « Non, mais je sens que tu fais partie de ma famille, d'une manière ou d'une autre. » Ruth sortit quelque chose de son sac, une vieille photographie en noir et blanc, soigneusement conservée dans un cadre. C'est la seule photo que nous avons de Simon Mandel, prise en 1941, un an avant sa déportation. Elle la tendit à Thomas. Le petit garçon la prit avec précaution, la regarda longuement. « C'est moi ?» dit-il simplement. « C'était moi avant d'être Thomas. » Il toucha délicatement la photo. « Je me souviens de ce jour. Maman m'avait mis mes beaux vêtements. Elle voulait une photo de moi. Elle disait que je grandissais trop vite. » Ruth sentit les larmes monter.
Thomas, est-ce que tu te souviens de ta maison quand tu étais Simon? Le petit garçon hocha la tête. On habitait dans une rue avec beaucoup de gens juifs. Il y avait des magasins, une boulangerie où papa achetait des chalas le vendredi. Notre appartement était petit, mais c'était chez nous. La rue des Rosiers, murmura Ruth, le quartier juif de Paris. Et puis, continua Thomas, les yeux dans le vague, les choses ont changé. On devait porter l'étoile jaune. On ne pouvait plus aller dans certains endroits. Papa avait peur, maman pleurait souvent. Ruth sortit autre chose de son sac, un objet que la famille Mandel avait conservé précieusement. L'étoile jaune que Jacob Mandel avait dû porter, la seule qu'il avait gardée après la guerre en souvenir. « Tu reconnais ça, Thomas ?» Le petit garçon regarda l'étoile jaune et recula instinctivement. Je devais la porter, sur ma veste. Les gens nous regardaient différemment quand on la portait. Certains détournaient les yeux, d'autres nous crachaient dessus. Ils touchaient délicatement l'étoile. Maman disait que c'était juste un morceau de tissu, que ça ne changeait pas qui nous étions. Mais ça a tout changé. Ruth pleurait maintenant ouvertement. « Thomas, est-ce que tu te souviens du jour où tu as été arrêté ?» Le petit garçon ferma les yeux. C'était tôt le matin. Des policiers français sont venus frapper à la porte. Ils criaient. Maman a pris Esther dans ses bras. Elle m'a dit de mettre mes chaussures vite. Esther? Ma petite sœur. Elle avait 3 ans. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle pleurait. Ruth sentit son cœur se serrer. Simon se souvenait de sa petite sœur, Esther Mandel, 3 ans, gazée à Auschwitz avec sa mère et son frère. Papa n'était pas là. Maman répétait son nom. « Jacob, Jacob, où es-tu » Mais il n'est jamais venu. Les détails correspondaient exactement aux archives. Jacob n'était pas là lors de l'arrestation. Il s'était caché, il avait survécu. Ils nous ont emmenés dans un grand bâtiment. Il y avait tellement de gens, des milliers de gens, des bébés qui pleuraient, des vieux qui tombaient. Il faisait chaud, il n'y avait pas assez d'eau. Le vélodrome d'hiver, murmura le professeur Morgenstern. On est resté là plusieurs jours. Maman essayait de trouver de l'eau pour Esther. Elle partageait son pain avec nous. Elle ne mangeait presque rien. Thomas ouvrit les yeux et regarda Ruth directement. Et puis, ils nous ont mis dans des trains où on était serrés. Il faisait noir. Les gens mouraient debout. Esther pleurait tout le temps. Maman la berçait en chantant doucement. La conversation continua pendant plus de 3 heures. Thomas décrivait des souvenirs que seul Simon Mandel pouvait avoir. Des moments intimes, des détails du quotidien dans le Paris occupé, des souvenirs d'une famille juive vivant dans la peur constante. Il parlait de son père, Jacob, le tailleur qui travaillait tard le soir, à la lumière d'une bougie, pour finir les commandes. Papa faisait de beaux costumes. Il disait que même dans les temps difficiles, il fallait garder sa dignité, porter de beaux vêtements. Ruth confirma. La famille se souvenait que Jacob Mandel était un tailleur talentueux, fier de son travail. Thomas décrivait Esther, sa petite sœur qui aimait jouer à la poupée, qui riait tout le temps, qui le suivait partout. Elle m'appelait mon Sissi, c'était son surnom pour moi. Personne d'autre ne m'appelait comme ça. Et puis, Thomas parla de la faim. Quand on est arrivé au camp, ils nous ont séparés. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Un homme en uniforme nous regardait. Il pointait du doigt, à gauche, à droite. Le docteur Mengele, les sélections. Maman tenait Esther dans ses bras. Elle me tenait par la main. L'homme nous a regardés et pointé vers la gauche. Maman a demandé où on allait. Ils ont dit qu'on allait prendre une douche. Thomas tremblait maintenant. On nous a fait entrer dans un grand bâtiment. On nous a dit de nous déshabiller, qu'on allait être désinfectés. Maman a déshabillé Esther, moi j'ai enlevé mes vêtements. Les larmes coulaient sur son visage. Et puis, on nous a fait entrer dans une grande salle. Les portes se sont fermées. Il y avait beaucoup de gens. Les gens ont commencé à paniquer, à crier. Et puis, le gaz. Ruth se leva et prit Thomas dans ses bras. « C'est fini maintenant, mon petit. Tu es en sécurité. Simon est en paix maintenant. Grâce à toi, on sait qu'il n'a pas souffert longtemps, qu'il était avec sa maman et sa petite sœur jusqu'à la fin. » Thomas sanglota dans les bras de Ruth. « Je ne veux pas oublier Simon. Je ne veux pas oublier Esther. Je ne veux pas oublier tous ceux qui sont morts là-bas. Tu ne les oublieras pas, promit Ruth. Nous ne les oublierons jamais. » Janvier 2021, le professeur Morgenstern publia une étude complète sur le cas de Thomas. Le cas Thomas C. Mémoire vérifiable d'un enfant concernant la Shoah.
Le document fit sensation dans la communauté scientifique, mais aussi parmi les survivants de l'Holocauste et leurs descendants. Certains étaient sceptiques, d'autres profondément émus. Mais personne ne pouvait nier la précision troublante des souvenirs de Thomas. En mars 2021, à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation, Thomas fut invité au mémorial de la Shoah à Paris. Il avait maintenant 5 ans. Les souvenirs de Simon commençaient déjà à s'estomper, comme le professeur Morgenstern l'avait prédit. Mais il se souvenait encore assez pour témoigner. Devant une assemblée de survivants, de descendants, d'historiens, ce petit garçon de 5 ans raconta l'histoire de Simon Mandel, l'enfant juif parisien mort à Auschwitz en juillet 1942. Simon aimait jouer aux billes. Il aimait les chalas que sa maman faisait le vendredi. Il aimait sa petite sœur Esther, même quand elle était embêtante. Il voulait devenir tailleur comme son papa. La voix de Thomas était claire, forte. Simon a été arrêté parce qu'il était juif. Lui et sa famille ont été déportés à Auschwitz. Ils ont été tués dans une chambre à gaz. Simon n'avait que 5 ans. Esther en avait 3. Un silence absolu régnait dans la salle. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de Simon. Je ne sais pas pourquoi je porte ses mémoires. Mais je sais une chose. Tant que je vivrai, je raconterai son histoire, pour que les gens n'oublient jamais ce qui s'est passé, pour que plus jamais des enfants comme Simon et Esther ne soient tués juste parce qu'ils sont différents. Il y eut un long moment de silence, puis lentement une personne se leva, puis une autre, puis toute la salle. Une ovation debout pour ce petit garçon qui portait le témoignage d'un enfant assassiné 79 ans auparavant. Ruth Mandelstein, présente dans la salle, pleurait. Elle avait attendu toute sa vie de pouvoir honorer dignement la mémoire de Simon, Anna et Esther. Et maintenant, grâce à Thomas, leur histoire était racontée. Le nom de Simon Mandel fut ajouté au mur des noms, au mémorial de la Shoah. Esther et Anna aussi. Leurs noms gravés dans la pierre, pour toujours, pour que personne n'oublie. Décembre 2024. Thomas a maintenant 9 ans. Il est en CM1. Il aime le football, les jeux vidéo et les pizzas. Un enfant presque normal. Les souvenirs de Simon se sont estompés, comme le professeur Morgenstern l'avait prédit. Thomas se rappelle vaguement de l'autre garçon qu'il prétendait être. Les détails sont flous maintenant, les images moins nettes. Mais quelque chose reste, une sensibilité particulière, une empathie profonde, une conscience aiguë de l'injustice et de la souffrance. Thomas veut devenir avocat pour défendre les gens qui sont persécutés, pour que ce qui est arrivé à Simon ne se reproduise jamais. « Maman, est-ce que tu crois que Simon serait fier de moi ?» Marie embrasse son fils sur le front. « Je crois que Simon vit à travers toi, que sa mémoire continue grâce à toi. Oui, mon chéri, je crois qu'il serait très fier. » Chaque année, le 27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, Thomas va au mémorial de la Shoah. Il se tient devant le mur des noms. Il cherche les noms de Simon, Esther et Anna Mandel. Et il dit à voix basse « Je ne vous ai pas oublié. Je ne vous oublierai jamais. » Le professeur Morgenstern, maintenant âgé de 76 ans, a pris sa retraite. Mais le cas de Thomas reste son œuvre la plus importante, le témoignage le plus puissant qu'il ait jamais documenté. Ce que Thomas nous enseigne, écrit-il dans son dernier livre, ce n'est pas seulement que peut-être la conscience survit à la mort, c'est que certaines mémoires sont trop importantes pour être effacées, que l'histoire de la Shoah doit être transmise génération après génération par tous les moyens possibles. Simon Mandel est mort à 5 ans dans une chambre à gaz d'Auschwitz, mais son histoire survit, grâce à un petit garçon qui, d'une manière inexplicable, porte sa mémoire. La famille Mandelstein a créé une fondation, la Fondation Simon, Esther et Anna Mandel, soutient l'éducation sur la Shoah et aide les enfants portant des mémoires traumatiques transgénérationnelles. Ruth Mandelstein, maintenant âgée de 91 ans, dit lors de l'inauguration « Pendant 79 ans, Simon, Esther et Anna ont été des noms dans un registre, des statistiques, des victimes anonymes parmi 6 millions. Mais grâce à Thomas, ils ont retrouvé leur humanité, leur histoire, leur voix. Thomas nous rappelle que derrière chaque chiffre, il y avait un être humain, un enfant qui aimait jouer,
Une mère qui protégeait ses enfants jusqu'à son dernier souffle. Une famille détruite par la haine. L'histoire de Thomas et Simon pose des questions vertigineuses sur la mémoire, sur la transmission, sur ce qui survit quand tout semble perdu. Est-ce que Thomas est vraiment Simon réincarné ou porte-t-il d'une autre manière la mémoire collective du peuple juif? La science n'a pas de réponse. Mais une chose est certaine. Grâce à un petit garçon de 4 ans qui faisait des cauchemars sur Auschwitz, le nom de Simon Mandel ne sera jamais oublié. Son histoire est racontée. Sa mémoire est honorée. Son existence est reconnue. Thomas grandit. Simon dort. Mais leur histoire commune reste. Témoignage que certaines mémoires traversent le temps, que certaines voix refusent d'être silencieuses, que même dans l'horreur absolue de la Shoah, l'espoir peut renaître. L'espoir que nous n'oublierons jamais. L'espoir que nous dirons plus jamais ça et le penserons vraiment. L'espoir que chaque enfant assassiné sera pleuré, honoré, commémoré. Simon Mandel avait 5 ans quand il est mort à Auschwitz. Mais 80 ans plus tard, sa voix résonne encore. À travers Thomas, à travers nous tous. Zachor, souviens-toi, n'oublie jamais.